Bonjour et bienvenue dans Sous-sol, un podcast expérience où l'on frotte le sentiment de beauté au monde vivant. Aujourd'hui, on tombe, on chute, on se laisse entraîner vers ce qui nous attire, pour mieux comprendre ce pouvoir qui rapproche les vivants et les choses. Dans ce troisième et dernier temps, on dialogue. On trace des liens entre la jouissance et l'entropie, et on s'interroge sur la morale des symbioses et du mimétisme du vivant. Bonjour Léo. Bonjour Laurie. Et du coup, bienvenue dans ce troisième temps, ce temps de discussion. On va un petit peu creuser ce qu'on a pu élaborer, commencer d'explorer dans nos épisodes respectifs. Léo Daguet, Head of Sustainable Innovation et metteur en scène. Et puis, comme d'habitude, maintenant, on commence à connaître la musique. Le but, c'est de commencer à faire atterrir un peu cette chute et puis d'en tirer quelques principes. Alors, on a conclu tous les deux à l'idée que faire atterrir une chute, ça dépend de la géométrie dans laquelle on parle, hein. Laurie Barra, sémiologue et chaman. Donc, c'est pas forcément évident. On va voir à quoi on arrive. Peut-être finalement un premier point sur lequel j'aimerais t'entendre, c'est on a parcouru avec toi et puis avec Montaigne et puis son petit poney les avenues de la mort. Moi, je suis et puis avec les stoïciens, voilà, on a essayé de pratiquer la mort. Moi, j'ai suivi une ligne plus de l'ordre du désir et de l'ordre d'une espèce d'énergie du vivant. Est-ce que tu vois un point de rendez-vous entre ces avenues de la mort et puis ce souffle du désir? Oui, dans le sens où finalement opposer l'un à l'autre, ça n'est qu'une vue de l'esprit. Alors on est façonné par cette dualité, cette façon d'opposer vie et mort. Ça fait partie des fondements de notre système de pensée, à tout le moins en Occident. Mais ça n'est qu'une modalité, hein, de la perception de ce qui est autour de nous. On pourrait se raconter l'histoire différemment, encore une fois. La mort et la vie, dans un grand cycle. Bon, on a aussi plein d'histoires qui racontent cette version-là des faits. C'est marrant, ça me fait penser aussi à notre vision de la vie et de la mort de notre propre univers. On vit avec cette sorte d'évidence ou de vérité, de certitude que il y a eu une naissance de l'univers, un commencement, un point de départ qu'on a appelé le Big Bang, et puis qu'il y a une expansion qui serait de l'ordre de la vie, en fait, hein, de la pulsion de vie de l'univers, qui serait en expansion, en croissance, hein, puisque l'un va avec l'autre, hein, la croissance et la pulsion de vie. Euh, Jusqu'à quand? Si on suit notre logiciel habituel, ça appelle à une fin de tout ça. Toi, tu parles d'entropie dans ton propre podcast. L'entropie, c'est une autre vision de la mort, hein, l'équilibre. En thermodynamique, l'entropie, c'est un état d'équilibre qu'on ne fera plus jamais bouger. Donc c'est un état de mort, en fait, hein. Plus rien n'en sortira dans l'équilibre thermodynamique. Bon, on sait aujourd'hui que cette histoire de l'univers, dans laquelle on vit pour la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas théoriciens de la physique quantique, on la vit comme un cadre de référence à peu près absolu, hein. Bon, il y a aussi ceux qui ne croient pas dans la version de la physique aussi de la naissance de l'univers, mais ça c'est encore un autre sujet. Mais au sein même de la physique, il y a d'autres histoires qui sont racontées. Alors quand je dis histoire, on a l'impression que ça dévalorise la crédibilité de ces théories, mais non, en fait, c'est une autre façon de dire théorie. Mais il y a des physiques aujourd'hui qui racontent l'histoire de l'univers autrement que par une naissance, une expansion qui tend vers une forme d'entropie. Il y a des histoires de l'univers qui racontent l'histoire plutôt
de rebond, en fait. L'univers, c'est quelque chose qui rebondit sur lui-même, qui s'effondre sur lui-même et qui, à nouveau, entre en expansion pour peut-être rebondir, mais à chaque fois, à chaque coup, en se démultipliant. C'est-à-dire en multipliant ses dimensions en dimensions, en multipliant les possibles, en faisant exister à chaque fois une nouvelle infinité de possibles. Voilà. Donc ça, c'est la physique d'Everett, par exemple. C'est tout à fait passionnant d'essayer de mettre un petit peu le nez dans ça, y compris si on n'est pas physicien, parce que si on est poète ou simplement amateur d'histoire, on peut trouver tout à fait son content là-dedans. Moi, j'aimerais bien t'entendre sur un point aussi. Et c'est vrai, en pensant à cet état-là, alors très inimaginable et très abstrait, finalement, de ce maximum d'entropie là, de l'univers, et que moi j'ai amené sous forme un peu poétique. Pour moi, ça m'amène à la question de l'extase, en fait. Et du coup, voilà, pareil, assez spontanément, quand j'écoutais ton épisode, je ramenais finalement aussi à la question de la jouissance et en particulier, je voyais un lien en fait entre le chemin que j'ai pu tisser autour du désir et puis tes avenues de la mort, vraiment autour de l'orgasme, hein. En français, on parle de petite mort. Donc, je pense qu'il y a aussi un lien autour de l'extase et donc de cet état de conscience, hein, soit de la near-death experience, soit de la jouissance, soit en tirant vraiment le fil à fond, une espèce d'extase cosmique de l'univers qui a atteint son climax de l'entropie. Et ouais, je voulais juste entendre un tout petit peu là-dessus, sur cette question d'extase et puis sur ce lien entre mort et puis et désir et plaisir. Alors il y a une image, je trouve, qui symbolise pour moi très très bien ce dont tu parles là. Qui se trouve dans une église en Italie. C'est la statue du Bernin qui représente Sainte Thérèse d'Avila, en extase. Elle a beaucoup fait parler d'elle, cette statue, au cours de l'histoire, parce que on a glosé sur le fait que pour représenter le visage de Thérèse en extase mystique, Bernin s'était forcément inspiré d'une femme en train de jouir, en fait. Hein. C'est un visage orgasmatique complètement, qui est très, très, ce qui est sublime, hein, cette photo. Et donc, il y a Thérèse qui est en pamoison, demi-allongée, dans des voiles, dans des volutes. Et au-dessus d'elle, il y a un ange, en fait, hein, qui est très jeune, qui est presque un enfant. Mais déjà pas non plus tout à fait un enfant quand même. Hein. Et il est au-dessus d'elle, et il a un sourire à la fois triomphal et amusé, qui a un caractère aussi très érotique, et il tient une flèche. Et en fait, il vient de lui percer le cœur. Et donc ça, en théologie, ça a un nom, on appelle ça la transverbération. C'est pas un mot qui est très utilisé, mais pourtant, il parle de quelque chose, je trouve, qui est fondamental, qui est donc cet instant, cette expérience du vivant qui est touché par l'amour, mais touché, transpercé par l'amour. Pas seulement touché, en fait, qui est transpercé par l'amour, qui est traversé par l'amour. Je dis bien du vivant parce que moi, c'est ce que j'entends aussi dans ton propos, c'est que l'amour, il se limite pas à l'expérience humaine, et l'abeille, dans son orifice, elle est aussi en transverbération, elle est en extase mystique d'amour, en fait. Donc, il y a de la mort, hein, quand on a le cœur percé, a priori, on ne s'en remet pas. Il y a quelque chose qui meurt, hein, il y a quelque chose de nous qui meurt, et en même temps, on ne peut pas imaginer un état de vie plus intense, plus présent. Comme si finalement l'un et l'autre finissaient par se rejoindre. Donc tout ça, moi j'ai l'impression que tout ça nous invite tout simplement à questionner notre vision duelle de ce que serait la finitude par rapport à un continuum de vie qui nous serait donné. Mais attention, pour un temps seulement, profitez bien, hein, comportez-vous bien, parce qu'après on ne sait pas. Peut-être qu'on est prêt
et ça depuis longtemps d'ailleurs, à penser les choses autrement. Voilà un élément de réponse. Et puis peut-être on sait dans pas mal de traditions, notamment le yoga, que la respiration, c'est central. Et la respiration, elle nous raconte qu'à chaque instant, quand on inspire, comme le bébé qui prend son premier souffle, c'est une naissance. Et quand on expire, c'est aussi le dernier souffle du mourant. Il y a ça dans la tradition du Bwiti, qui est une tradition mystique d'origine d'Afrique centrale et du bassin du Congo, où quand on se salue, on dit « Bokaye, je vous salue, je viens ici prendre la parole » et tout le monde fait « Ah !» Et là, le silence se fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun a tué son moi qui était occupé là, le moi qui était présent, qui était en train de faire quelque chose, qui était en train de parler. On tue tous ces moi occupés pour laisser la place au moi qui va écouter, qui va entendre ce que la personne a à dire. Donc on peut mourir et se régénérer en continu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus de choses sur ton abeille et ton orphis, justement, parce que moi, c'est quelque chose dont j'aimerais beaucoup t'entendre parler à nouveau. Ah oui, bah écoute, non, mais déjà, c'est vrai que la transverbération, elle existe aussi assez littéralement dans le monde vivant, avec pas mal d'exemples où l'acte d'amour et où l'acte de reproduction et l'acte de mort se confondent. Justement, chez les abeilles, le mâle abeille, il meurt en copulant avec la femelle. Bon, il y a plein d'autres exemples, mais bon, voilà, en l'occurrence, pour l'abeille, c'est le cas, puisque tu me questionnes sur l'ophrys, donc on a une vraie transverbération. Moi, ce que je trouve intéressant en fait dans cette danse là mutuelle là de l'abeille et des plantes à fleurs de manière générale, oui, en fait, c'est constater ce fait très simple, très évident, de regarder en fait cette marche du désir quoi qui nous dépasse totalement et dans laquelle on est complètement baigné. Et en amenant ce point-là dans le podcast, ce que je voulais, le cheminement de pensée, c'était de toujours celui du décalage, quoi, de se dire, en fait, voilà, il y a cette danse, elle a lieu de manière relativement indépendante de notre présence ou de notre regard, et je trouve que c'est intéressant finalement de regarder nos propres danses à nous, de regarder nos propres rapprochements, nos propres chutes, nos propres désirs, nos propres séductions, nos propres formes de transverbération sous cet angle-là, en fait, depuis la fleur qui nous regarde, depuis l'abeille qui nous regarde aussi avec un air amusé en disant « Ah, mais oui, eux aussi, ils sont soumis à ce même mouvement, à cette même attirance et à cette même chute l'un contre l'autre. » Il y a quelque chose qui me trouble quand même dans cette histoire d'abeilles et de fleurs. C'est que la fleur trompe l'abeille, en quelque sorte. En tout cas, elle se métamorphose en abeille artificielle. Et l'abeille, tu nous racontes qu'elle préfère quelque part cette expérience à l'expérience de la vraie reproduction. Alors on peut s'imaginer qu'elle n'est pas idiote, si elle reste plus longtemps, c'est que c'est encore meilleur. Alors, ça m'interroge beaucoup, et ça m'interroge beaucoup aussi à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui, avec les paradis artificiels que sont les expériences numériques. J'ai l'impression que parfois, l'expérience artificielle, par exemple l'expérience audiovisuelle qu'on peut vivre en regardant certaines émissions, certains films à travers un écran, parfois, elle est plus intense, elle vaut plus potentiellement que l'expérience de la vie. Je pense aux couleurs, par exemple, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et là, pour moi, ça rejoint beaucoup la question de la mimétique de l'ophrys. Comme si finalement, le monde numérique était capable de nous rejouer la vie, mais avec des couleurs plus intenses
les couleurs qu'on voit dans la publicité, par exemple, hein. Ou sur YouTube, avec tous ces patchs qui viennent se greffer avec des couleurs très criardes sur nos écrans. Et quand on détourne le regard et qu'on regarde par la fenêtre, le monde a l'air pâle. Alors, est-ce que vraiment, d'après toi, on est dans des processus qui sont vraiment complètement naturels avec cette histoire d'office qui fait semblant? Bon, bah, c'est... Alors, vaste dossier. Moi, peut-être pour poser 2-3 cailloux dessus, peut-être ce que je dirais... Parce qu'en fait, il y a un peu un questionnement moral, en fait, derrière ta question. De se dire à quel moment c'est bien ou c'est mal de détourner, quoi. À quel moment le détournement de trajectoire, il est acceptable ou pas. Et bah, du coup, ça nous ramène un peu sur cette notion de chute, hein, en se disant, bah, oui, à un moment, il va y avoir une attraction. Donc, il va y avoir un effet sur la trajectoire, on va détourner la trajectoire et on va emmener quelque part ailleurs. Et est-ce que c'est bien ou pas? Bon. Euh, à mon avis très humble là-dessus, je pense je pense pas qu'il faille critiquer le fait de détourner la trajectoire. Enfin, en tout cas, je pense pas qu'on peut arriver à poser un truc moral sur le fait de détourner. Parce que de toute façon, qui est détourné, quoi, et qui détourne qui, et quelle était la trajectoire initiale, et dans le cas de l'Ofris et de l'abeille, là, est-ce qu'il y a une espèce de trajectoire normale qui serait le fait que l'abeille mâle va plutôt vers l'abeille femelle? De quel point de vue on peut se dire qu'il y a cette trajectoire un peu de référence, et de quel point de vue on peut se dire ok, il y a quelque chose qui a dérivé, et il y a tromperie d'une certaine manière. Donc et à mon avis, c'est un peu le même point de vue sur la question d'être attiré dans un monde fictionnel, dans un monde numérique ou dans un fantasme. Je suis pas sûr qu'on arrive à se dire, mais finalement, il y a un point de vue duquel on peut être capable de juger qu'il y a une dérive par rapport à une norme. Mais peut-être, moi, j'amènerais j'essaierais de regarder le sujet du point de vue de la symbiose que ça génère. Parce que voilà, dès qu'il y a attirance et dès qu'il y a ce rapprochement qui se fait, il y a une forme de symbiose pour moi qui s'établit. Et je pense qu'il faut essayer de regarder cette symbiose, qu'est-ce qu'elle produit, quoi. Qu'est-ce qu'elle amène dans la marche globale du cosmos, quoi. Dans le cadre de l'abeille et de l'Ofris, cette symbiose, elle amène plus d'Ofris. Et puis elle a l'air d'amener du plaisir à l'abeille aussi, qui reste quand même un petit moment sur cette fleur. Donc on peut essayer de peut-être regarder sur, d'un point de vue de la conséquence de ces actes-là. Et du coup, regarder ce que tu décris sur des mondes imaginaires et plus particulièrement sur des mondes virtuels, à nouveau, qu'est-ce que ça fait finalement, quoi? Quel type de monde est généré par cette symbiose-là? Parce que de toute façon, pour moi, il y aura toujours des attirances, il y aura toujours une manière de dériver, parce qu'il y a cette marche un peu, et puis voilà, je l'ai même élevé à un niveau cosmique, hein. De toute façon, il y a cette marche symbiotique vers plus d'entropie. Maintenant, il y a des chemins qui sont peut-être un peu plus diversifiés que d'autres, il y a des chemins qui sont peut-être plus ouverts que d'autres dans cette grande direction et dans ce grand mouvement, quoi. Donc je pense que là, de ce point de vue-là, on peut essayer de regarder la relation symbiotique entre la conscience et puis un contenu digital, en se demandant ok, où est-ce qu'elle mène, et puis où est-ce que ce duo-là, qu'est-ce qui construit ce duo-là, ou qu'est-ce qui contribue à détruire. Est-ce qu'il est juste une espèce de ligne droite vers plus d'homogénéité et puis plus de destruction, ou est-ce qu'il permet un chemin un peu détourné qui génère un peu de forme entre les deux? Ça me fait penser à une phrase que j'ai entendue souvent dire à ma première mère dans le Bouti, ma première mère initiatrice dans le chamanisme, qui disait en fait, quand on est dans l'événement, quand on est dans nos événements de vie,
On a toujours l'impression que c'est le chaos et très souvent on voit pas le sens et on voit pas où ça mène tout ça. On a l'impression que c'est brouillon. Mais vu d'en haut, tout ça, c'est une danse et ça dessine quelque chose. Et quand on regarde les modélisations que font les astrophysiciens, par exemple, de la naissance de l'univers, ou de l'évolution de l'univers, ou du mouvement des galaxies, etc., on se rend compte qu'effectivement, vu de loin, ça dessine quelque chose. Alors, on n'en a que des morceaux. On voit bien que la poursuite, au sens théâtral, de la lumière qui éclaire seulement une partie de la scène, la poursuite là qu'on balade sur notre univers, elle cache autant qu'elle montre. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, tout ce qui se prolonge au-delà de ces petits motifs qu'on voit apparaître. Mais si on regarde, par exemple, la trajectoire qu'a l'air de suivre l'expansion de l'univers, si on suit donc cette théorie du Big Bang, ou qu'on la suit au moins un temps, eh ben ça dessine une fleur. Très clairement. Ça dessine une cupule, une corolle qui, au début, s'expand selon une forme de cloche assez étroite. Et puis, à un moment donné, le pavillon de la cloche s'élargit, et ça ressemble de plus en plus à une fleur. Donc, c'est marrant de voir à quel point ces structures, ces motifs se prolongent, se répètent à toutes les échelles. Quand on va dans le microscopique, on voit aussi des choses de cet ordre-là. Et il y a toujours ce nombre d'or qui a l'air de structurer certaines choses autour de la notion de vie. Donc tout ça, c'est assez fascinant. Et il y a quelque chose, moi, sur lequel j'aurais aimé revenir, c'est de se dire, bon, ok, on est en train d'évoluer dans quelque chose, là, qui a peut-être une structure qui nous échappe certainement, mais qui a l'air d'aimer certaines régularités, certains dessins. Et on évolue dans un espace qui est aussi du temps. Et ce que nous, on vit à l'échelle de l'humanité, dans ce voyage, ce sont des événements de vie. Et cette idée, elle fait écho pour moi à ce que tu racontes sur les étoiles filantes, en fait, qui nous arrivent, qui tombent sur nous comme ça, sans que ce soit prévisible selon des lois qui nous paraissent totalement aléatoires. Mais voilà, il y a à un moment donné ce petit cadeau qui apparaît. Et puis de temps en temps, c'est pas un cadeau. Faut en parler aux dinosaures. Ils savent très bien qu'une météorite, c'est pas toujours un cadeau. Des fois, ça vous tombe dessus et ça crée de la destruction. Donc j'aime beaucoup cette idée que la météorite et l'événement fonctionnent un peu de la même manière. Un petit peu comme si finalement, dans notre course folle de l'univers, là, sur notre vaisseau spatial, j'étais très contente que tu utilises cette métaphore, sur notre vaisseau spatial terrestre, on croise, au sens de cruise, en voyage, et aussi on croise des choses. On croise des météorites, et puis on croise des champs événementiels, où, comme si on traversait des nuages dans notre vie, là, d'humain, à un moment donné, on rentre dans un nuage. Et ce nuage, parfois, il est rose et ce qu'on observe autour de nous est vecteur de joie et tout a l'air facile. Les événements vous confortent dans cette idée que les choses sont simples. Et puis, il y a des moments où on traverse d'autres formes de nébuleuses où l'énergie elle peut être catastrophique, dramatique, etc. Mais j'aime bien cette idée que tout ça, ça fait partie du voyage aussi. Oui, et pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, oui, je pense qu'on tisse cette relation un peu symbiotique, si on veut, avec les événements. Et pour poursuivre la réflexion un peu sur la morale de où est-ce que ça nous amène et est-ce que la direction est bonne, d'un point de vue moral, je pense que peut-être voilà, faut être capable de prendre ce pas de recul pour essayer de comprendre ce qui est de l'ordre voilà, de la nébuleuse qu'on croise et voilà, du chemin, de la danse qui se fait et dont on fait partie, sur lequel on a assez peu de prise. Et puis peut-être on réussirait à isoler une partie
qui est un peu plus active, où on est un peu plus, on cherche un peu plus la danse. En tout cas, on a une capacité à peut-être s'approcher ou s'éloigner. Et là, du coup, sur cette portion-là, pouvoir se questionner sur vers quelle nébuleuse, vers quel type d'événement ça nous amène. Et est-ce que c'est des nébuleuses plutôt positives ou des nébuleuses plutôt négatives, quoi. Donc, je sais pas, il y a peut-être deux niveaux un peu micro et macroscopiques, ou en tout cas deux champs un peu différents. Un champ clairement sur lequel qui est absolument hors de contrôle et qui ne doit absolument pas faire l'objet d'un quelconque contrôle, et un champ dans lequel il faut observer les mouvements qu'on mène nous, et se questionner sur vers où ça part, et puis dans toutes ces lignes de force là qui sont devant nous, est-ce que ça nous emmène à diverger vers quelque chose de négatif, ou est-ce que ça peut nous ramener vers un truc un peu plus positif, quoi. Ça me fait clairement penser à une métaphore que les pygmées utilisent beaucoup pour parler de la vie, qui est la métaphore de la pirogue. Les pygmées, ils racontent que la vie, c'est une sorte de courant, de rivière, qui coule inexorablement et sur laquelle on se trouve quoi qu'il advienne. Et on a le choix. On est sur la pirogue, on a le choix. On peut même, si on veut, essayer de remonter le courant à rebours, hein. Mais ça, tu le dis très bien dans ton audio. Contrarier l'entropie, c'est coûteux en termes d'énergie. Comme remonter à tout prix le courant d'un fleuve tumultueux, c'est coûteux en énergie. Ou alors, on peut décider qu'on va suivre le cours. Ça ne veut pas dire qu'on subit, parce qu'on a des rames. Et donc, on peut choisir d'aller à droite ou d'aller à gauche, et puis de profiter de la balade, en fait, dans l'espace de vie qui nous est offert. Tu te reconnais dans cette métaphore ? Ah oui, complètement. Non, mais oui, c'est exact. Je pense que ça recouvre très bien l'idée que je décrivais. Et puis, oui, je pense que c'est aussi cette question de prix qu'on est peut-être capable de questionner aussi, de se dire, au final, ok, très bien, se donner l'illusion d'une toute-puissance sur les choses et sur le temps, ça peut marcher, mais au prix d'une destruction qu'il faut être capable de questionner. Voilà, de se dire, oui, en effet, on peut produire tous ces objets, on peut effectuer tous ces mouvements, on peut avoir l'impression que tout ça est facile et évident, on peut se donner l'impression de remonter le cours sans faire d'efforts, mais en fait, il y a un prix gigantesque. Dans notre cas, voilà, notamment notre hyper-dépendance aux ressources fossiles et toutes ces ressources qu'on brûle. C'est ça le prix aujourd'hui de notre mode de vie, notre manière de nous donner l'impression qu'on remonte le courant. Et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment questionnable d'un point de vue moral. Enfin, je pense qu'on peut se poser et regarder ce prix-là et de se dire, mais est-ce que ça vaut ce prix, et est-ce que c'est pas un peu plus intéressant de lâcher et puis de se laisser tranquillement dériver avec la pirogue. Et puis moi j'aime bien l'idée que de toute façon, comme tu as posé la question tout à l'heure, je la repose, c'est vraiment la question qu'on devrait se poser le plus souvent, c'est qui décide ? Qui, de toute façon ? Quand on dit je décide, qui décide ? Tu parlais notamment de ce qu'on appelle l'endocytose, c'est-à-dire la façon dont un organisme extérieur vient habiter une cellule, hein, et y créer son monde, en fait, et créer une interaction, une symbiose avec un organisme qui devient son hôte. Quand on sait que nous sommes un pur écosystème d'endocytose, en fait, hein, on est habité par chacune de nos cellules est habitée par des milliers de mitochondries, par exemple. La mitochondrie, c'est un organisme qui existait avant nous, qui est venu habiter en nous, et qui est une condition absolument nécessaire de notre survie, parce qu'elle intervient, par exemple, dans les mécanismes de la respiration. Donc, si elle n'est pas là, on ne peut pas respirer. Elle intervient aussi même dans notre santé mentale. On sait qu'il y a des relations entre l'état de nos mitochondries et notre santé mentale, par exemple. Donc,
qui décide dans tout ça? J'aime bien l'idée qu'il y ait derrière chaque individu un système collectif capable de délibérer. J'aime bien l'idée qu'il y ait une sorte de conseil à l'intérieur de nous, qu'on entend peut-être parfois à travers nos voix intérieures, peut-être, c'est une hypothèse que je fais. Peut-être que ce qu'on entend en nous, finalement, toutes ces voix qui peuvent parfois s'exprimer avec parfois de la bienveillance envers nous-mêmes et parfois du jugement et parfois un esprit très froid et rationnel et puis parfois on est très autocritique, etc. Enfin, il y a des films, il y a des dessins animés qui parlent de ça pas mal dans notre paysage audiovisuel en ce moment. C'est parce que c'est dans l'air du temps de prendre conscience de ces choses-là que nous sommes vraiment des êtres collectifs à travers les voix que l'on entend et qui nous gouvernent, hein, et qui débattent en nous à chaque instant. Et aussi à travers l'existence de toutes ces créatures, en fait, hein, de tous ces organites, de tous ces êtres qu'on considère comme des êtres extrêmement primitifs, probablement dénués de conscience, etc. Mais enfin, on n'en est pas très sûr non plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils ont trouvé l'intelligence suffisante pour venir se faire une vie à l'intérieur de notre propre corps. Et de nous faire croître, multiplier et jouir de la vie. Moi, du coup, j'aimerais aussi interroger la designeuse que tu es, parce que t'as proposé un design de la chute avec le vélo, là, en disant conduisons un vélo sans tenir le guidon pendant un petit moment. Alors oui, je pense que ça marche très bien. Est-ce que, hormis cette proposition-là du vélo, qu'est-ce que tu répondrais à la question comment designer la chute, c'est-à-dire alors avec toute la complexité qu'on y a mis, hein, c'est-à-dire finalement comment designer le rapprochement, le fait de pénétrer dans ces états ou dans ces nébuleuses là qu'on décrivait il y a quelques instants. Qu'est-ce que tu proposerais comme principe de design? Alors, il ne manque pas les principes de design parce que il est vrai que les hommes ont une créativité assez extraordinaire pour se donner l'occasion de chuter. On a inventé toutes sortes de choses pour ça. Du vélo au base jump en passant par le saut élastique, mais aussi des chutes beaucoup plus intériorisées via la poésie et bien sûr via l'expérience chamanique. Que je connais un peu mieux que le base jump et le saut élastique, mais qui revient un peu au même sur certains points. Je dirais que donc la question de trouver des occasions de chuter ne manque pas. Et designer ça, c'est un immense champ de créativité qu'il est passionnant d'investir. Et je suis toujours très curieuse de savoir comment les gens, justement, arrivent à concevoir des expériences pour sortir de soi. La grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait du principe de précaution? Parce que ça, c'est une force très, très œuvrante dans le monde dans lequel on vit et elle est complètement contradictoire à ce qu'on se propose de faire là. C'est-à-dire que ces expériences-là, elles nous mettent en insécurité, par définition. Il s'agit de faire craquer tous nos systèmes de sécurité. Quand vous sautez d'un avion en parachute, à un moment donné, votre mental qui vous dit n'y va pas, si vous le faites pas taire, vous sautez pas. Or, le mental qui dit n'y va pas, clairement, c'est un système de sécurité on ne peut plus raisonnable. Et il a bien raison de vous dire de ne pas le faire, selon sa perspective à lui, qui est juste simplement d'assurer votre survie. Donc la question, c'est d'abord, à mon sens, comment peut-on designer quelque chose qui devienne tolérable par notre société, qui est quand même assez obsédée par le principe de précaution. Comment est-ce qu'on peut travailler à assouplir peut-être aussi cette notion et du coup, ça pose la question vraiment de notre rapport à la prise de risque. Donc pour moi, le premier design à travailler pour aller vers ce dont on parle là, qui va s'ouvrir à mon sens très vite comme une fleur, comme un univers, dès qu'on aura craqué cette question de quel est notre rapport à la prise de risque en fait. Qui est une question évidemment de notre rapport à la mort, hein, au fond.
Voilà. Peut-être tu as des idées. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on peut aider les gens? Est-ce qu'on doit aider les gens à prendre des risques? Est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de la mission du designer? Alors, est-ce que ça fait partie de la mission du designer? Oui, moi je pense. Je pense qu'en effet, il y a un certain rôle du designer de faire advenir un, un certain, un certain état souhaitable, alors, que ce soit un état un peu imaginaire, fictionnel, que ce soit à travers des objets, etc. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas une dimension purement, enfin dans ma vision du rôle du designer, il n'y a pas une dimension uniquement fonctionnelle, il y a une dimension vraiment d'ordre symbolique, que ce soit en termes d'objets, d'expérience. Donc du coup, ça inclut forcément une forme de transformation. Enfin, je pense que là, c'est un peu des généralités, mais voilà, je pense que au fond, on peut pas designer sans transformer, soit transformer des choses, soit transformer du réel, soit transformer de l'expérience, soit transformer de la conscience. Et donc du coup, à partir du moment où il y a transformation, par définition, il y a quand même un truc qui doit craquer. Il y a quand même une forme. Alors, j'adoucis le mot, mais il doit y avoir une forme de violence quand même. Enfin, on fabrique pas un objet sans à un moment apporter à nouveau de l'énergie, sans payer un prix. Et de la même manière, on ne fait pas advenir une certaine expérience sans payer un prix. Donc, je pense que le designer se positionne de toute façon toujours au contact avec une certaine forme de prise de risque. Ensuite, du coup, il y a la question du coup un peu voilà, d'ordre social ou politique, de dire comment est-ce que finalement les limites, les bornes de la zone acceptable, elles bougent un peu. Et clairement, à nouveau, je pense que c'est le rôle aussi du designer de les questionner, de les titiller, de les faire bouger. Juste comme ça, moi, des idées qui me viennent en t'écoutant là sur tous ces systèmes de prise de risque, je pense que à nouveau, un point quand même toujours utile dans ces cas-là, c'est de se poser, mais qui est en danger là? Est-ce que c'est mon confort qui est en danger? Est-ce que c'est une illusion qui est en danger? Est-ce que c'est ma vie, ou en tout cas la vie qui s'exprime en moi, qui est en danger? Donc il y a peut-être un tri à faire là-dedans. Et peut-être justement, voilà, tu dis, il y a peut-être un peu plus d'ouverture en ce moment à considérer une forme de multiplicité en nous. Et peut-être c'est un chemin qui est intéressant pour dire, finalement, vous voyez, ce qui est en danger, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc finalement, on est plutôt tous à l'aise. Donc peut-être que ça, c'est un premier chemin qui pourrait être intéressant. Après, je pense qu'il y a aussi un autre chemin qui pourrait être activable aujourd'hui, dans ce que je vois, et à nouveau d'un point de vue super humble, mais dans ce que je vois autour de nous, je pense que il y a une certaine porte ouverte à s'inspirer encore plus de la nature, se sentir encore plus partie prenante de la nature. Et peut-être que ça peut nous amener aussi à faire sauter certains mécanismes, finalement, à nouveau en observant une forme d'universalité, si on veut, ou en tout cas en reconnaissant autour de nous ce genre de transformation ou ce genre de prise de risque. C'est un petit peu le chemin de l'abeille et de l'ophrys, quoi. C'est finalement, oui, c'est ce désir qui est en nous, finalement, peut-être en le regardant un petit peu moins comme exclusivement humain, peut-être en mettant à un certain niveau d'égalité la danse de l'ophrys et puis les pages de Proust, là. Peut-être ça peut être un point de vue qui peut nous autoriser aussi à ouvrir un tout petit peu plus les portes et puis à aller s'autoriser à tomber. Écoute, je trouve que c'est très chouette de finir sur ce que tu proposes là, parce que moi, ça me donne envie de poursuivre deux sujets, peut-être, qui seront des sujets pour des prochaines séries de notre podcast. Le premier sujet qui me paraît découler très naturellement, c'est celui de l'attachement. À quoi on s'attache? Pourquoi on s'attache? Oui, et à quoi on est attaché. Oui. Exactement. Et qu'est-ce qui nous empêche aussi, du coup, dans cet attachement? Parce que c'est vraiment un couteau à double lame, à double tranchant, l'attachement.
Ça, c'est le premier sujet. Et puis un deuxième sujet que je trouve assez émergent dans notre discussion depuis le début, c'est la question de l'échelle humaine. Qu'est-ce que c'est que cette échelle, en fait ? Qu'est-ce qu'elle a de spécifique, l'échelle humaine, dans le cosmos, suspendue entre le microscopique et le macroscopique ? Voilà, c'est des propositions que je te fais pour nos investigations futures. Oui, merci pour l'ouverture. Et puis ça tombe bien parce que c'était un point que je voulais aussi creuser avec toi. On va en effet conclure là, mais à un moment, tu mentionnais, notamment dans le cas de l'expérience chamanique, le fait de dire on peut dériver pour toujours. Et ne pas pouvoir revenir dans le théâtre humain, hein, tu utilisais ces mots-là. Ouais. Voilà, juste pour conclure aussi là-dessus, à ce moment-là, en t'écoutant, la question que je me suis posée, c'est, et donc du coup c'est cette question d'attachement, hein, à ce théâtre humain, mais est-ce qu'il est si attachant, ce théâtre humain ? Et puis le théâtre des opérations actuelles, il est pas très attachant. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir une tentation de la dérive, et en tout cas une tentation de se détacher, et du coup je pense que c'est en effet un bon sujet à continuer à explorer. Et voilà, je trouve que finalement dans cette histoire de théâtre humain, d'y revenir, il y avait déjà les deux sujets que tu as mentionnés là, donc voilà, moi je conclus là-dessus. Super, voilà un bon programme pour la suite. Je te remercie beaucoup Léo pour cette conversation. Merci à toi Laurie. Et pour cette belle aventure qui se poursuit. Merci beaucoup, et puis à très bientôt dans un prochain épisode de Sous-Sol.